Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle visioconférence dédiée au thème des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits en communication corporate et RH. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce nouveau Trust Day. Alors, un Trust Day, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous, un moment de partage que l'on donne à notre communauté de clients, de prospects, de collaborateurs, où on réfléchit ensemble à une thématique qui impacte le monde de la communication. En ce moment, vous le savez si vous suivez notre actualité, on est très très concentré sur la communication responsable. Et dans ce cadre, on vous a d'ailleurs proposé un premier Trust Day dédié à la thématique de l'éco-socioconception en digital, que vous pouvez retrouver sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Et dans la continuité de ce travail, nous nous sommes intéressés aux nouveaux imaginaires. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est une thématique qui est encore bien floue dans la tête de nombreux de nos clients, même de nos collaborateurs, pour être très honnête. Donc, on espère qu'aujourd'hui, avec ce premier rendez-vous, on va vous apporter des premières réponses sur qu'est-ce que c'est, comment s'en servir et où démarrer. Alors, un sujet que je n'ai bien sûr pas préparé seul, puisque m'accompagne aujourd'hui Émilie Louis, directrice conseil et responsable du pôle Nouveau Récit, et également dans notre confessionnal, Claire Prudhomme, planeuse stratégique qui a travaillé sur le sujet, mais bien sûr une partie de l'équipe, et on remercie notamment Céline Tillet, Cantour Ratsimandresi, Lise Leroy, qui ont aussi contribué à préparer ce contenu avec nous. Vous voyez également Lucille Fleury dans une petite fenêtre sur votre droite, responsable communication, qui est notamment à l'origine des invitations que vous avez reçues et qui aujourd'hui aura la lourde tâche de veiller sur vous, puisqu'elle garde un œil rivé sur le chat qui est à votre disposition. Donc, si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre partage d'expérience que vous souhaitez nous faire remonter, n'hésitez pas et elle vous les fera. Elle nous les fera remonter quand le moment sera opportun. En attendant que les gens se connectent, puisqu'on est encore une cinquantaine, un tout petit mot sur l'agence Watt, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas bien. L'agence Watt, c'est une agence de communication indépendante, spécialiste du corporate et du RH. On est aujourd'hui 150 talents, principalement basés à Opéra, mais nous avons aussi 7 autres implantations un peu partout en région, vous le voyez sur la carte. Nous sommes un modèle 100% intégré, c'est-à-dire que toutes les ressources que nous proposons à nos clients sont intégrées au sein de nos murs. Ça fait 35 ans qu'on existe et on fait partie d'un collectif qui s'appelle We Are Together et qui regroupe notamment 2 autres marques, All Contents, spécialiste du brand content, et The Social Republic, expert des réseaux sociaux. Émilie, est-ce que tu souhaites nous dire un tout petit mot sur l'expertise contenu et nouveaux récits justement à l'agence? Avec plaisir. Donc, Watt, c'est aussi un positionnement, une conviction, l'idée qu'en cultivant la confiance, la communication peut être moteur de progrès et de changement positif. Et ce positionnement qu'on a illustré à travers notre signature Trust in Progress se reflète à travers toutes nos expertises à l'agence, que ce soit du planning stratégique jusqu'aux activations, en passant par la publicité, création, l'influence, le digital, les expériences, mais aussi en effet les contenus et nouveaux récits. Notre expertise contenu et nouveaux récits à l'agence aujourd'hui, c'est 20 experts qui sont mobilisés autour de la production, la conception de stratégie éditoriale, plateforme de marque, plateforme à message, charte édito, et puis bien sûr la conception et la production de contenu. Et pour ce faire, on est accompagné de 30 créatifs entièrement internalisés qui nous accompagnent sur la mise en forme, l'illustration, la mise en image de ces contenus. Et donc, chaque année, ça représente au sein de cette expertise l'animation de 10 dispositifs d'information complets, 20 rapports d'activité ou rapports intégrés, 5 rapports RSE, 10 magazines internes et externes, mais aussi des motion design, des vidéos et des podcasts, ces nouvelles formes de narration qui se développent de plus en plus et ça représente aujourd'hui 6 podcasts qui ont été produits et réalisés entièrement par l'agence. Merci beaucoup Émilie pour cette précision. Je vous propose
sans plus attendre, de rentrer dans ce contenu qui devrait durer autour de 45 minutes aujourd'hui, 1 heure si vous êtes bavard et que vous avez des questions. Pour débuter, on vous propose une partie introductive. Et d'ailleurs, petit détail technique, mais mesdames, côté salon, est-ce que vous pouvez peut-être baisser le son de votre télévision? J'ai l'impression qu'on m'entend en écho justement à travers ce son. Ah, alors le truc, c'est que nous, on t'entend pas beaucoup. Ah. Excusez-nous, les aléas du direct. Oui. Et en duplex. Et du duplex régional. Donc oui, pardon, je disais une partie introductive portée par moi-même qui tentera justement de mettre des mots sur ce que sont les nouveaux récits, ce que sont les nouveaux imaginaires et surtout pourquoi il est primordial aujourd'hui de les travailler en entreprise. Claire apportera une partie un peu plus benchmark pour vous démontrer les usages qui sont déjà en œuvre aujourd'hui dans le monde du corporate et du RH. Et enfin, Émilie proposera une partie un peu plus d'ordre méthodologique pour démystifier un peu ces sujets et vous apporter les premières briques sur comment débuter ces chantiers au sein de vos organisations. Et enfin, pour les plus téméraires, restez jusqu'au bout si vous souhaitez avoir des échanges un peu plus approfondis. Sans plus attendre, nouveaux récits, nouveaux imaginaires, pourquoi les travailler? Pour débuter ce contenu, on souhaitait aujourd'hui vous inspirer un petit peu avec cette superbe citation d'Eugène Ionesco, la vérité est dans l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaitait véhiculer, nous, à travers cette citation? C'est que pour beaucoup, nouveaux imaginaires, c'est encore un ésotérisme de communicants, une tendance qui va certainement passer. Et nous, justement, si on vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on a, comme beaucoup, d'ailleurs, l'ADEME en a fait un thème central de son dernier rapport, la conviction que c'est un mécanisme de communication qui va avoir un réel impact dès aujourd'hui dans la transformation des entreprises et de nos sociétés. Je m'explique. Comme point de départ, déjà, il faut bien comprendre que nouveaux imaginaires, nouveaux récits, contrairement à leur nom, ce n'est absolument pas nouveau. Il faut revenir 70 000 ans en arrière, lorsque s'est opéré dans le cerveau humain ce qu'on appelle la révolution cognitive. C'est de là qu'est né d'ailleurs l'Homo sapiens, dotant ainsi l'être humain et devenant ainsi le seul être vivant capable d'imaginer, de créer de nouveaux récits. Doublé à notre compétence, elle aussi unique, de coopération, on arrive désormais à se fédérer autour de récits communs. Et ces récits communs, vous les connaissez. Il s'agit par exemple de la religion, il s'agit par exemple de l'argent, du progrès, de la famille, du travail, etc., etc. Pour illustrer mon propos, prenons par exemple l'exemple de l'argent. On est tous convaincus aujourd'hui que l'argent que nous avons ou que nous n'avons pas d'ailleurs sur notre compte en banque a une vraie valeur. Que lorsqu'on va la donner au boulanger pour avoir une baguette, il va comprendre cette valeur et il va également l'accepter. Vous comprenez que si ces récits n'existaient pas, les sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existeraient pas non plus. En définitive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos imaginaires collectifs, la construction de nos sociétés est donc basée sur un mélange d'influences qui évolue à travers le temps et qui nous vient du monde du cinéma, du monde de la littérature, de l'art, mais aussi des nouveaux influenceurs qui nous viennent de TikTok, d'Instagram ou encore de Twitch. Et bien sûr, ça vient de la classe politique, de la classe religieuse et encore des événements que nous traversons. Par exemple, la crise sanitaire, la pandémie Covid-19 a radicalement changé les récits autour du travail et la perception des jeunes générations, entre autres, vis-à-vis du travail. Autre exemple pour illustrer mon propos, prenez cette photo que j'aime beaucoup par ailleurs de Simone Veil et Jacques Chirac. Si elle n'était pas choquante pour nos parents il y a 30 ans, imaginez aujourd'hui Emmanuel Macron et Elisabeth Borne fumer une cigarette à l'Assemblée nationale. Ça nous paraît complètement inconcevable. Avec cette évolution des mentalités, évolue aussi le rapport du tabac dans la société française. Alors, vous allez me dire, c'est un peu loin de la com, tout ça, qu'est-ce qu'il nous raconte, le monsieur? Eh bien, si on prend l'expression de la com la plus grand public pour que ce soit encore plus parlant, la publicité, elle n'est pas en reste dans le fait de véhiculer de très très nombreux biais cognitifs, c'est-à-dire des modèles auxquels les communautés ont envie d'adhérer. Par exemple, depuis les 30 Glorieuses,
En caricaturant, là, bien sûr, on a pris les exemples les plus extrêmes. La publicité aussi évolue et évolue dans le bon sens, on va y revenir, mais on nous pousse régulièrement des modèles comme quoi posséder un SUV, ou en tout cas posséder une auto, c'est tout à fait normal. Que les tâches ménagères sont plutôt réservées à un public féminin. Que voyager à l'autre bout du monde, consommer mondialisé, c'est tout à fait normal, et c'est voire même quelque chose que l'on doit partager sur les réseaux sociaux pour donner envie au reste de notre communauté. On aime bien aussi, et on trouve très parlant le travail qu'a réalisé l'ADEME en sourçant ici une vingtaine de slogans publicitaires qui systématiquement associent la notion de bonheur à la notion de consommation. Donc vous voyez bien où je veux en venir, que ce soit dans la publicité d'ailleurs, ou que ce soit dans les campagnes de communication corporate, que ce soit en RSE, que ce soit en RH. Aujourd'hui, il y a des récits, des modèles auxquels nos communautés ne veulent plus et ne peuvent plus appartenir. En effet, on le voit à l'image, ces récits sont aujourd'hui dans une impasse, ou en tout cas, ils doivent évoluer nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement qu'on appelle multicrise, parce qu'on ne fait pas face à une seule crise, mais bien un innombrable nombre de crises. J'en ai listé 3 ici, mais en vrai, on peut rajouter la crise géopolitique, par exemple, qui font que ces récits, aujourd'hui, doivent nécessairement évoluer. Prenez la crise climatique, elle impacte tellement durement les entreprises aujourd'hui et leur écosystème qu'il est extrêmement complexe pour une entreprise d'envisager des discours aujourd'hui qui soient 100% centrés sur une croissance, 100% centrés sur un discours consumériste. Il est difficilement entendable. Prenez les crises sociales et sociétales, on le voit déjà à l'œuvre dans les entreprises, tout le discours sur le rapport à la famille, sur le rapport au travail, sur le rapport à l'inclusion, au handicap, ce sont des récits qui aujourd'hui sont à l'œuvre et qui aujourd'hui sont en train de radicalement évoluer. Pourquoi? Parce que vos audiences le plébiscitent, en ont besoin. Quand on voit la difficulté qu'ont les entreprises à recruter aujourd'hui, quand on voit la difficulté qu'on a à maintenir des salariés engagés au sein même de leur entreprise, on comprend que les modèles dominants qui jusqu'alors étaient des normes sociales sont à bout de souffle et ont besoin, encore une fois, d'évoluer. Alors, vous allez me dire, oui, mais le travail de la communication, c'est justement de sourcer ceux dont les audiences ont besoin, ont envie, et donc il nous suffit de continuer à bien travailler nos audiences, bien les connaître, pour leur raconter de manière caricaturale ce qu'ils ont envie de raconter, et ça va fonctionner. Et quelque part, vous n'avez pas tout à fait le tort. C'est un des rôles de la communication, effectivement, de bien connaître ses audiences pour pouvoir leur adresser un message. Qui plus est aujourd'hui, lorsqu'on travaille en communication responsable, il est crucial que votre message soit audible. C'est-à-dire qu'il soit déjà bien ciblé, c'est sûr, mais ensuite qu'il réponde véritablement à une attente. Si votre message n'est pas audible, il n'est pas performant et de base, par définition, il ne sert à rien. Mais on a la conviction que le rôle de la communication ne peut pas s'arrêter là. Il est aussi moteur de changement. Et il doit être aussi moteur de changement pour justement porter ces nouveaux récits qui sont déjà plébiscités par vos audiences et les faire adopter beaucoup plus massivement, mais aussi pour inventer des récits qui aujourd'hui ne sont pas encore imaginés. Prenez par exemple le cas de la crise climatique que je soulevais plus tôt. C'est par exemple quelque chose qui fait défaut au gouvernement Macron, c'est l'absence de récits climatiques fédérateurs. Eh bien, pour les entreprises, c'est un peu pareil. Il n'y a pas encore aujourd'hui, en tout cas à notre connaissance, de récits climatiques parfaits, c'est-à-dire de modèles d'entreprise suffisamment fédérateurs pour surmonter cette crise climatique. Donc, vous comprenez tout le travail d'imaginaire qui va rester à faire pour inventer des modèles encore inexistants aujourd'hui. Et l'enjeu est de taille, parce que si on s'intéresse à ce chiffre issu de la sociologie, c'est une notion qu'on appelle le social tipping point. Ce chiffre démontre quoi? Il démontre que finalement, à partir du moment où on arrive à convertir 10% d'une population sur une notion, sur un comportement, sur une pratique, c'est l'ensemble de la population qui va l'adopter. Donc, vous comprenez bien qu'on peut s'adresser, ou en tout cas, en communication, notre rôle est décisif pour adresser ces fameux 10% et ensuite entraîner la masse. Permettez-moi d'insister donc sur cette notion, puisque c'est notre conviction centrale à l'agence. Elle est d'ailleurs omniprésente dans notre nouveau positionnement, c'est que la communication aujourd'hui doit être transformative. Elle est un moteur de changement. Elle n'est pas que le récit des transformations actuelles, elle doit aussi
conduire les transformations futures. Et pour ça, elle a une double compétence, celle déjà de pouvoir créer des imaginaires, et en deuxième temps, la capacité d'aider vos cibles à s'y projeter. Pardon, je bug parce que je vois le chat défiler en même temps et je vois une question sur la source de ce chiffre du social tipping point. Honnêtement, c'est un concept de sociologie assez fréquent. Donc, je pense même que l'ADEME en parle dans son dernier rapport. Pour détailler un tout petit peu plus, à notre sens, le rôle de la communication, notamment corporate et RH, vis-à-vis de la communication responsable, il y a dans un premier temps cette obligation de trier. Bien sûr, tous les imaginaires dominants ne sont pas ajoutés. Tous les imaginaires ne sont pas inventés pour toutes les entreprises. On va y revenir avec Émilie, mais il est crucial aussi d'identifier pour chaque entreprise les domaines sur lesquels vos audiences, votre écosystème vous attend. En second lieu, il y a la nécessité d'informer. On le voit, on a travaillé notamment à l'agence en début d'année sur un baromètre du rapport des Français vis-à-vis des engagements des entreprises. Et si on prend l'exemple de la crise climatique, plus de la moitié de la population déplore encore un manque de connaissances sur ces sujets-là et un manque de pédagogie de la part des entreprises sur ces sujets-là. Donc l'effort pédagogique, l'effort éducatif est encore extrêmement important à conduire pour les entreprises. Ensuite, il y a cette notion d'impulser sur laquelle j'ai déjà pas mal insisté, mais c'est vrai qu'il est crucial aujourd'hui d'arriver à fédérer vos communautés, qu'elles soient internes ou externes, autour de vos récits pour justement conduire ce changement. Il faut relater ce changement, bien sûr, être aux côtés des protagonistes pour le rendre expérientiel, pour que chacun s'y retrouve, pour qu'on voit que ce soit concret. Et enfin, il y a aussi cette casquette d'imaginer des nouveaux modèles qui sont pas encore opérationnels, qui sont même pas encore imaginés justement, et qui pourtant peuvent devenir désirables et peuvent nous permettre de surmonter certaines crises. Alors en définitive, si je dois résumer, en espérant que vous m'ayez suivi jusque-là, aujourd'hui on va différencier deux notions, celle des nouveaux récits. Les nouveaux récits, ce sont finalement les réponses que l'humanité a toujours apportées à ces questions fondamentales. On va y revenir avec Claire un peu plus précisément par la suite pour vous donner des exemples. Mais ces nouveaux imaginaires, on les a sans cesse fait évoluer et aujourd'hui, les faire évoluer, c'est ouvrir des nouvelles voies, explorer de nouveaux modèles de désirabilité sur des questions cruciales comme par exemple l'enjeu climatique. Et les nouveaux récits, c'est justement le passage en communication, le storytelling qui va permettre de véhiculer et d'implémenter ces nouveaux modèles. Un peu de concret désormais avec Claire, à qui je laisse cette seconde partie. Merci Géraud. Alors du coup, je suis en grand. Je sais pas si. Ok, désormais, donc, vous avez vu à quel point ces récits, enfin ces imaginaires, ils sont essentiels pour nos sociétés. Donc on va maintenant voir plutôt comment on les met désormais en récit, avec quelle construction et avec notamment des exemples. On a commencé par une citation à nouveau. Vous avez vu qu'on aime bien ça. Une citation d'un des plus grands rêveurs du XXe siècle, qui est John Lennon. Ce qu'on retient surtout dans cette chanson Imagine, c'est que finalement, il nous dit que plus on sera nombreux à penser, à imaginer, à vouloir ce nouveau monde, ce meilleur futur, plus on pourra sans doute le réaliser. Et c'est là aussi où on trouve tout ce sens à cette chanson, c'est que c'est vraiment cette force du collectif, cette force de faire infuser chacun de son côté, mais aussi collectivement, ces nouveaux imaginaires pour ensuite les rendre possibles. Et c'est ça qu'on va du coup continuer à avoir dans la suite de cette présentation. Les nouveaux imaginaires qui vont être investis aujourd'hui en com interne et en com externe, on en a les trois. Le premier imaginaire qu'on a nommé, c'est juste pour rappeler, comme Géraud l'a dit, mais c'est des questions qui sont fondamentales, qui existent depuis la nuit des temps, mais c'est vraiment les nouvelles réponses qu'on va y apporter, les redéfinitions, comme on l'a mis ici, qui sont intéressantes. Donc la première, je disais, la grande question, qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui définit notre identité ? Quelle communauté je souhaite appartenir ? Quels sont les traits et les caractères significatifs qui me définissent ? C'est toutes ces questions qui vont se poser en termes de représentation, de représentativité et d'inclusion, et notamment en marque
en marque employeur et en RH, c'est ça qui va, et de manière générale, dans la publicité, c'est ça qui va être extrêmement intéressant, justement d'offrir une vision beaucoup plus plurielle de nos sociétés, de sortir un petit peu de l'imagerie lisse qu'on a pu avoir à un moment donné, à laquelle on a été beaucoup confrontés, très hétérosexuelle, très blanche, très valide. Le deuxième imaginaire qu'on va pouvoir convoquer, celui de nos valeurs, celui de nos fondamentaux, en gros, en quoi on croit, quels sont nos systèmes de croyances, quels sont nos cadres de référence et quel code de conduite j'ai envie d'adopter. Vous l'avez vu dans nos sociétés, c'est toutes les questions aujourd'hui qui tournent autour de l'amour, autour de la famille. C'est quoi faire famille, en quoi je crois, à part les religions, quelles sont potentiellement mes autres spiritualités. En marque RH, en corporate, en marque employeur, c'est peut-être aussi, par exemple, toutes les questions qui vont pouvoir se poser autour du sens du mot travail. Qu'est-ce qu'on met derrière cette valeur du travail? Et on le voit, vous l'avez sans doute vu, en fonction des générations auxquelles on souhaite s'adresser, potentiellement ce sens et les définitions qu'on met derrière le mot travail ne vont pas être les mêmes. Troisième imaginaire convoqué, celui de nos modes de vie. Quel mode de vie j'ai envie de défendre, quelle société on a envie de construire ensemble, mais quelles limites aussi on a envie de mettre à celle-ci, quelle économie et quelle politique on a envie de défendre, et aussi peut-être à quoi ressemble notre quotidien, mais aussi à quoi on a envie qu'il ressemble à l'avenir. C'est toutes les questions, notamment autour de la mobilité plus verte, de économie plus sociale, plus circulaire, plus solidaire aussi. Toutes les questions qui vont se poser autour de la performance, de la réussite. Comment aujourd'hui on dit potentiellement qu'on a réussi, sur quoi on se base pour dire ça. Et puis vous le voyez à droite de notre écran, on a aussi mis tout ce qui est et de la technologie, de la communication, comment les technologies peuvent nous aider aujourd'hui, mais aussi peut-être demain, et aussi comment peut-être on les régule. C'est toutes les questions qui se posent, notamment par rapport aux intelligences artificielles aujourd'hui. Et là, encore une fois, en corporate, en communication employeur, c'est peut-être toutes les questions qu'on va pouvoir aborder en communication RSE, mais aussi par rapport sur tout le pan innovation dont les entreprises ont besoin aussi de parler. À partir de ces trois imaginaires, comment du coup on va construire un récit pour investir ces imaginaires et comment les marques l'ont fait dès à présent. Dans les différents benchmarks qu'on a pu faire au sein de l'équipe du planning stratégique, finalement, ce qu'on a distingué, c'est qu'il y avait à peu près 3 positionnements qui finalement étaient assez liés à 3 temporalités. Premier positionnement qu'on appelait donc le niveau 1, qui était un peu un positionnement où la marque se fait très spectateur du changement et elle ouvre le dialogue sur ce changement qui est en cours. Un niveau 2 où on va un cran un peu plus loin, on impulse un changement, c'est-à-dire que la marque est déjà un petit peu plus mobilisée et elle va pousser plus fortement nos comportements pour nous emmener vers peut-être un imaginaire. Et le troisième niveau, on est carrément encore plus loin et là on a une marque qui est presque prospective et qui va du coup explorer des nouvelles voies. 3 positionnements qui nous donnent 3 rhétoriques. 3 rhétoriques, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil d'ailleurs dans ces rhétoriques, c'est juste histoire de les classer pour avoir des temporalités. 3 rhétoriques qui sont les apprenants, les challengers et les précurseurs. Et ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à chaque fois en détail sur chacune de ces rhétoriques avec des mots, des images et des exemples. Et je vous propose de commencer par les apprenants avec cette campagne Jules qui est sortie cette année et que je laisse Lucille lancer pour que vous la découvriez avec nous. Ah. Si elle se lance pas, c'est pas grave. 31 ans, mec. Elle est magnifique, hein. Bon anniversaire, mon gars. Je l'ai acheté dans la boutique que tu kiffes. Comme monsieur ne porte que des fringues plus durables. Ouais, pas comme tes histoires d'amour. Oh. Merci, mec. Je t'aime. Eh bah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Attends, Arnaud, on est entre gars, là, quand même. Ça fait plus de 10 piges qu'on se connaît, on peut pas se dire je t'aime. Attends, tu m'aimes pas, toi, peut-être? Mec, Moi, je t'aime. moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Bon, et toi, alors? Moi aussi, je t'aime. T'es content? C'est bon, ça.
Bon, laisse-moi essayer ta veste. Non, même pas en rêve, t'es petit. Non, arrête avec ça, non, c'est bien. Du coup, ce que vous avez vu du coup sur cette campagne Jules, c'est vraiment justement qu'ils ont été investir l'imaginaire de la nouvelle identité et notamment de qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, puisque c'est leur public cible. Qu'est-ce qu'un homme finalement peut dire? Est-ce qu'il doit dévoiler ses sentiments avec ses amis ou non? C'est toutes ces questions qui reflètent en tout cas qui retraduisent dans cette publicité. On trouve ça vraiment intéressant parce qu'il se pose vraiment comme un spectateur en disant voilà, on a compris les questions qui se posent, les problématiques qui sont à l'œuvre et on vous les reflète, on vous montre effectivement qu'on a compris qu'elles sont là. Ça va aussi de pair avec le claim que vous voyez en fin de publicité et qui est un claim qu'ils ont déjà depuis quelques temps, Man in Progress, qui dit bien aussi à quel point ils pensent que l'adaptation, le fait de changer, d'être au cœur de ces évolutions est importante pour eux et pour leur cible. 2 autres campagnes pour cette catégorie des apprenants. Campagne de l'Agence de la biomédecine, donc une campagne qui avait des affiches et aussi un clip vidéo qui s'appelle Merci, et une campagne qu'on a réalisée avec Apicil, dont le premier volet, donc de 2019, une campagne diversité et inclusion. Ce qui est intéressant sur ces 2 campagnes, c'est vraiment, encore une fois, pareil, l'imaginaire de l'identité qui est investi pour justement faire valoir la représentativité, une meilleure inclusion de toutes les identités singulières qui font la richesse de nos sociétés. Dans l'Agence de la biomédecine, c'est bien de montrer toutes les façons de faire famille. Alors, elles n'y sont pas toutes, mais en tout cas, cette campagne, elle était là pour faire suite à la loi de bioéthique qui permettait la PMA pour toutes. Donc, du coup, ils montrent des couples lesbiens et des femmes solo. Et puis, pour Apicil, vous le voyez, c'est la petite liste que vous voyez encadrée en rouge. C'est vraiment l'utilisation de l'écriture inclusive et de montrer justement toutes ces richesses. Donc les apprenants, si on devait un peu résumer qui ils sont, c'est vraiment des apprenants qui nous montrent le présent. Ils sont vraiment là pour montrer l'évolution des mentalités, puisque je vois la question pourquoi on les a pas mis dans J'impulse le changement, parce que on trouve que Jules, il se place au cœur des transitions, mais vraiment très en spectateur. Ils disent, voilà, on montre un peu ce qu'on voit, on montre les questions qui se posent, mais pour le coup, ils nous mobilisent pas potentiellement à changer plus que ça. Ils donnent pas plus de billes sur comment on va là-bas. Ils montrent vraiment le changement, la construction, la déconstruction, mais ils vont pas plus loin. Et les récits du coup qu'ils utilisent, que ça soit Jules ou que ça soit l'ABM, si vous avez le temps de regarder après le clip vidéo, on est vraiment sur de la chronique de vie et qui utilise beaucoup plus le registre émotionnel. Vous allez voir, c'est la différence aussi qu'on va mettre avec la deuxième catégorie, qui sont les challengers. Je vous propose de passer du coup aux challengers. Peut-être que du coup la précision va être un peu plus claire. 2 campagnes pour commencer, 2 campagnes d'intérêt général, une pour la sécurité routière et une pour tabac info-service. Ces 2 campagnes, elles étaient intéressantes parce que les 2 acteurs ont eu souvent l'habitude peut-être d'avoir des récits plus négatifs, sans être culpabilisateurs, mais sans doute en montrant quand même peut-être des mauvais côtés de ces comportements. Et cette fois-ci, tous les 2 ont opté pour des récits très positifs, très joyeux, qui justement nous montrent que la vie, elle vaut d'être vécue, et justement de nous inciter à changer de comportement et à réduire nos comportements à risque. Autre exemple qu'on a mis dans les challengers, qui est Orange. Alors, cette campagne, elle est dans un pan beaucoup plus large de communication d'Orange, parce qu'Orange, ils ont toujours la vocation à nous vendre des téléphones et à nous vendre des forfaits téléphoniques, mais ils ont aussi toute cette raison d'être autour du numérique responsable qu'ils vont aussi essayer de déployer parmi tous ces contenus-là. Et dans cette capsule Passe en mode ballon spécifiquement, donc c'est 5 petites capsules de 2 minutes, on voit 5 ados et adultes clairement accros à leur téléphone qui, derrière, en fait, n'arrivent pas à trop à lâcher. Ils vont être interpellés par un sportif de haut niveau, justement pour refaire un petit peu d'activité sportive. Donc, il y a vraiment aussi cette incitation, là encore une fois, à dire, mais attention, on vous propose de vous interroger sur vos usages, sur vos comportements, à changer un petit peu la façon de faire. Et justement, ici, par exemple, à réduire peut-être les risques liés à des addictions ou à la sédentarité.
Le troisième acteur qu'on vous propose dans cette catégorie des challengers, qui est les entrepreneurs du vivant, donc une campagne que l'agence a réalisée avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, campagne qui, encore une fois, pareil, permet un meilleur reflet du métier, puisque du coup, il y a une grande représentativité à la fois des professions, mais aussi des profils des agriculteurs. On montre bien les défis auxquels ils vont être amenés à devoir faire face, donc la transition écologique, la souveraineté alimentaire, et surtout le claim de fin nous enjoint à rejoindre le mouvement, du coup, à nous mobiliser pour faire face à ces défis. Je vous propose de regarder la mini-capsule de 30... Souveraineté alimentaire, lutte contre le changement climatique, alimentation saine et durable, transition écologique. Autant de défis que nous, entrepreneurs du vivant, relevons chaque jour. Rejoignez-nous. Donc les challengers, et après je répondrai peut-être à la question de Florine. Les challengers, si on devait résumer, vous le voyez, ça relance la vidéo, zut, si on reclique dessus. Les challengers, ils vont nous projeter dans un futur proche, et on pourrait même presque dire dans un présent finalement assez idéal, puisque leur but à eux, c'est vraiment de nous inciter à nous interroger sur nos comportements, voire à les faire changer, et voire encore mieux peut-être à rejoindre un mouvement pour justement bouger les choses, bouger les lignes. Ils ont aussi dans cette idée de montrer qu'ils ont conscience de leur poids en tant qu'entreprise et justement d'être assez moteurs pour montrer qu'ils peuvent avoir un impact positif dans la société. Et c'est là où aussi on voit que justement comme les apprenants, ils sont au cœur de ces transitions, mais ils ont une tonalité beaucoup plus engagée, beaucoup plus mobilisatrice. Et c'est ça qui pour nous fait aussi la différence entre challenger et apprenant. Pour répondre à la question de Florine, oui, c'est sûr que des campagnes comme la sécurité routière, comme Tabac Info Service ou même comme le ministère de l'Agriculture, c'est peut-être plus facile pour eux de passer en challenger parce que ils ont cette, c'est le but après tout de leur entité. Mais comme vous voyez, Orange pourrait peut-être, ne pourrait ne pas prendre ce ton-là et être plutôt dans les apprenants. Or, ils y sont, donc ça joue sans doute un peu. Forcément, ici, on a fait un benchmark et du coup, on a essayé de faire des grandes catégories, mais en soi, c'est pas forcément toujours lié à la profession et à la mission de l'entreprise. Et Jules pourrait également se projeter, je pense, un peu plus loin aussi dans l'avenir sur la nouvelle façon de consommer de l'habillement, de s'habiller demain dans un monde qui peut être aussi en mutation climatique ou autre. Donc, finalement, aujourd'hui, Jules s'adresse à une cible en essayant d'être un peu plus proche d'elle dans ce qu'elle est réellement aujourd'hui, dans la façon dont elle se voit, elle veut se positionner, mais ne va pas projeter sa cible au-delà de la réalité de son quotidien. Donc, mais demain, on peut très bien imaginer qu'une marque de vêtements, et c'est le cas, certaines marques se projettent sur des vêtements qui sont technologiquement adaptés au climat ou autres, et se projettent dans un futur beaucoup plus lointain et beaucoup plus ambitieux. Et puis encore une fois, je pense que, là, on vous parle de mécanismes de construction et donc énormément de rhétorique. Les distinctions qu'on a faites, elles sont aussi vraiment basées là-dessus. Pour nous, là, dans la façon dont on l'a fait, c'est très lié à ça. Pour le coup, je trouve que Jules, elle montre, mais derrière, dans la tonalité, dans les mots employés, dans la façon, dans le message qui est délivré, il n'y a rien qui est forcément potentiellement très mobilisateur, qui était la différence avec les challengers. Encore une fois, pareil, ces catégories, elles sont pas du tout perméables. Vous pouvez peut-être vous appeler Orange et être dans les challengers et potentiellement passer, vous allez voir, sur la dernière partie en précurseur sur une ou deux communications. Là, on a vraiment essayé de voir aussi en termes de mécanismes de construction quels étaient en sémantique et en sémiologie aussi les grands leviers qui étaient activés. Je vous propose de passer à la dernière typologie qui sont les précurseurs. On a commencé avec cette campagne de Meta que je vous propose de regarder, pas forcément entièrement, mais dès le début, ça sera assez parlant. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, this lecture hall will be made of code. And though they're virtual students, what they'll learn together is real.
A surgeon will be able to practice as many times as needed in the metaverse before laying her hands on a real patient. Being able to explore a spacecraft is one thing, but the metaverse will let us go farther than any rocket can take us. In the future, students will be able to take a field trip to ancient Rome. And young artists can learn from a masterpiece. Donc, vous l'avez Farmers vu. will one day use augmented reality to help ensure Elle continue de tourner. Ah, c'est bon. Donc, vous l'avez vu, Meta ici nous projette vraiment dans un futur où, du coup, le métaverse, il va nous permettre beaucoup plus de... Est-ce que, Géraud, tu peux revenir sur la slide d'avant? Bon, c'est pas grave, au pire, voilà, merci. Nous projette dans un futur où vraiment, du coup, le métaverse, ça va nous permettre beaucoup plus de facilité en termes d'éducation, de formation, parce que va permettre beaucoup plus de didactique, beaucoup plus de ludique. Pour eux, c'est aussi, donc, déjà de nous faire comprendre que pour eux, leur technologie va devenir indispensable. Bon, depuis, on a vu qu'ils ont un petit peu rétrogradé, mais ça permet surtout aussi je pense, de nous acculturer finalement, parce qu'ils nous montrent, ils rendent presque cette technologie plausible, ils nous la rendent concrète sur nos différents usages auxquels on pourrait avoir ensuite besoin. Et c'est ça aussi qu'ils font à travers cette publicité, c'est de nous projeter dans un futur, mais de nous le rendre également assez accessible et de nous le faire, nous y acculturer. Les deux dernières campagnes qu'on a choisies ici pour les précurseurs, qui sont 2 campagnes d'écoles de commerce, Audencia sur votre gauche, EM Normandie à droite. Les 2, du coup, vont en fait projeter les étudiants dans l'avenir, dans le monde de demain. C'est une façon pour ces 2 écoles aussi de montrer que justement, ils forment les générations d'aujourd'hui, mais aussi de demain, et que les gens qui forment aujourd'hui vont déjà être au fait potentiellement des problématiques qui vont exister demain. Ils sauront s'adapter, ils sauront faire face à ces grands enjeux qui vont amener peut-être des enjeux qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont arriver. C'est un peu, par exemple, tout le sens qu'Audencia met derrière cette Climate Change Metaverse Manager, de montrer que justement, ils forment déjà des métiers qui peut-être n'existent pas déjà. Ils utilisent cette rhétorique aussi de ces mots. Hein. La technologie nous a fait naître énormément de mots, et donc ils jouent aussi là-dessus en créant eux-mêmes ses propres mots. Audencia joue vraiment sur la science, sur le jeu vidéo, avec cette jeune femme qu'on retrouve un peu dans un système de jeu vidéo, avec une immersion dans un univers de travail, là où l'EM Normandie, par exemple, a choisi un podcast d'anticipation purement science-fiction, où du coup on se retrouve sur Mars en 2078. Du coup, si je devais résumer un peu qui sont ces précurseurs, les précurseurs, vous l'avez vu, ils nous projettent dans un futur lointain, alors plus ou moins lointain. Leur but, c'est vraiment d'explorer des nouvelles voies, de les ouvrir, mais en les ouvrant, c'est aussi pour eux une façon de nous y acculturer, de nous les rendre concrètes pour qu'on puisse aussi y adhérer. Et de ce fait, ils se montrent également comme visionnaires, comme innovants et comme pionniers dans leur domaine. C'est eux qui, effectivement, vont utiliser le plus les fictions futuristes auxquelles on s'attend peut-être quand on entend nouveaux imaginaires, nouveaux récits, en utilisant les codes de la science-fiction. Mais vous l'avez vu, finalement, il y a quand même des degrés qui sont possibles à travers ce spectre, puisque chez Meta, on va finalement avoir un futur qui est quand même assez possible. On s'y projette. C'est en plus la 3D, cette version un peu augmentée du présent qui joue. Là où, par exemple, sur l'EM Normandie, on est vraiment sur de la science-fiction. Donc on est vraiment à l'opposé. Si on devait résumer très rapidement les 3 catégories que nous on a fait, c'est que les apprenants, c'est vraiment le présent, on est on montre l'évolution, on voit ce qui se passe aujourd'hui pour vous et pour la société. Les challengers, on est déjà dans une vision un peu plus idéale, on a projeté un peu l'idéal de la marque, un peu l'idéal peut-être d'une société, et du coup on va un peu plus mobiliser, un peu plus à changer les comportements pour y arriver, là où les précurseurs, eux, nous portent beaucoup plus loin, dans un futur beaucoup plus loin, avec une vision un peu plus fantasmée du futur, pour justement imaginer de nouvelles voies, mais surtout en fait nous faire nous y acculturer. Faut-il nécessairement que le futur soit basé sur de la science-fiction, car du coup, c'est plus compliqué d'ancrer ces récits dans du réel et faire adhérer la cible? Non, c'est pour ça, justement, je pense que Meta a choisi cette alternative un peu vision augmentée avec la 3D pour justement qu'on puisse nous adhérer à leur vision
et à ce qu'ils essayent de nous vendre. La science-fiction, effectivement, elle est intéressante en termes de prospective, mais pas forcément toujours, si on veut faire adhérer à une technologie. C'était clairement le but de Meta, de nous faire adhérer au métaverse, de nous vendre, hein, donc c'était pour ça. Je pense que pour la question de Clotilde, je vais peut-être pouvoir y répondre à travers peut-être la suite sur la méthode. Après, je ne sais pas si pour Et auriez-vous en tête des campagnes marque employeur de grands groupes organisations qui utilisent le registre Futuris? Ça, effectivement, on a moins trouvé. Il faut avouer que sur les précurseurs, déjà, vous l'avez vu, on est quand même très techno. On est très sur l'univers du mode de vie. On a un peu moins trouvé, mais on pourra continuer à chercher et peut-être vous en dire plus quand on aura. Audencia, toute proportion gardée, ne recrute pas des salariés, mais vise à se rendre attractif aussi pour des futurs étudiants de leurs écoles de commerce et d'essayer de projeter aussi l'école dans cet avenir pour se dire que c'est une école qui est en capacité de s'adapter aussi à ce que les métiers de demain seront, leur évolution, et qu'ils anticipent ces évolutions pour préparer aussi les salariés de demain qui pourraient aujourd'hui, les jeunes qui arrivent en études supérieures peuvent se poser des questions sur quel métier choisir pour continuer à pouvoir le pratiquer dans 15, 20, 30 ans. Et en effet, le monde du travail est en pleine mutation et aujourd'hui, on accompagne, alors on l'a vu, sur des campagnes employeurs sur lesquelles ça va répondre un peu à la question de Clotilde aussi, mais trouver le positionnement sur quel sujet l'entreprise est légitime et cette mutation, c'est aussi être très dans la représentation plus juste de la société d'aujourd'hui, peut-être moins normée dans nos normes sociales de référence, et d'essayer déjà d'ouvrir un peu ces campagnes de recrutement, de rendre les visuels et la façon d'aborder et de présenter les métiers plus justes par rapport à la société actuelle. Mais en effet, il y aura un véritable enjeu de comment on projette les salariés, les travailleurs de demain dans ce monde du travail qui va beaucoup changer sur bien des aspects. Bah, du coup, c'est une transition parfaite pour entamer la partie d'Émilie, justement, après avoir vu que font les marques aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire? Exactement, parce que on s'est dit, nous, à l'agence, qu'on était quand même assez convaincus. On a lu pas mal de choses, on a assisté à des conférences, et la partie conviction sur la place des nouveaux imaginaires et du nouveau récit, c'était déjà fait. Mais, et comme certainement certains d'entre vous sont déjà assez convaincus de l'intérêt de les travailler, mais demain, comment est-ce qu'on se jette à l'eau? Parce que c'est bien, c'est facile de se dire que c'est important, et il faut aussi trouver la manière dont on va pouvoir l'aborder, quels imaginaires on va investir. Et ça, je vais répondre à la question de Clotilde assez rapidement. Et derrière, comment est-ce qu'on va les raconter, les mettre en récit, les storyteller, comme on dit en anglais, en tout cas dans cet anglicisme. Et donc, on a souhaité élaborer cette méthode de mise en récit pour vous accompagner, pour accompagner nos clients et les aider à passer vraiment à la concrétisation de ces imaginaires. La mise en récit que l'on a imaginée, finalement, tu peux passer à la suivante, Jérôme, merci. C'est un accompagnement tout au long du projet pour imaginer, construire, faire vivre votre ou vos nouveaux récits. C'est là que je vais répondre très vite à votre question, Clotilde, sur l'idée de se dire, est-ce que l'on doit tout investir? Est-ce que cet imaginaire doit être total et complet sur l'ensemble de nos outils de communication? Pas forcément. On est assez persuadé que toute entité, institution, entreprise ne va pas forcément être attendue ou légitime sur tous les sujets. Chaque entité, institution, entreprise a ses forces et ses sujets de prédilection, ses propres cibles et ses propres audiences. Et donc, c'est important d'avoir cette phase de définition que nous, on a appelé une mise au point. L'idée, c'est de se dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quel est votre niveau de maturité, quel est aussi le niveau d'avancement, je dirais, de projection de la communication que vous mettez déjà en œuvre. Et donc, pour vous aider à faire un peu le bilan, cet audit de l'état de l'art aujourd'hui, pour ensuite vous permettre nous permettre de vous accompagner dans une phase de mise en scène. On va vraiment se dire où est-ce qu'on souhaite aller, dans quel imaginaire on souhaite investir et comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui. Et puis, ensuite, comment est-ce que dans le temps long, on fait vivre cet imaginaire, ce récit, comment est-ce qu'on le fait évoluer à travers une phase de mise en perspective. Juste précision, c'est vrai que contrairement à peut-être certaines campagnes que l'on peut lancer, accompagner, imaginer, le nouveau récit va être vraiment dans un temps long. Pour nous, c'est important de se dire que cet imaginaire que vous allez investir, il va devoir vivre dans le temps aussi. On est loin de la campagne one shot où on
dit sur cette campagne-là, on va travailler cet imaginaire et on va faire du nouveau récit. Et puis ensuite, on passera à autre chose. Pour nous, le nouveau récit doit s'installer et infuser vos différents outils de communication. Donc, tout d'abord, avant de se lancer vraiment dans la mise en récit, on va avoir une phase de mise au point pour vous situer dans la mise en œuvre de votre nouveau récit et notamment définir ensemble l'imaginaire à investir. Pour ce faire, donc on a catégorisé trois grands éléments à arrêter ensemble autour de différentes questions à se poser pour définir ce futur désirable, cet imaginaire à investir. Tout d'abord, le récit actuel. Quel est-il actuellement? Quel est l'état de l'art? Quels imaginaires est-ce qu'il véhicule déjà? Quels sont les résultats de ces récits, de ces imaginaires? Et pour ce faire, on va mobiliser des outils que vous connaissez, qui seront aussi mobilisés pour cette mise au point, que ce soit des phases d'audit de l'existant, des benchmarks concurrentiels pour voir aussi dans votre secteur, sur les thématiques sur lesquelles vous communiquez, comment les acteurs qui travaillent avec vous ou qui sont vos concurrents investissent aussi ces nouveaux imaginaires et ces nouveaux récits. Est-ce qu'ils le font déjà et si oui, comment? Ensuite, on va aussi s'intéresser à vos cibles, qui elles sont, quelles sont leurs attentes, quelles sont vos audiences, puisqu'on a vu avec l'exemple de Jules, on a besoin de savoir aussi à qui on s'adresse pour connaître aussi la meilleure manière de les adresser. Et de la même manière, on a un certain nombre d'outils à disposition. J'en cite 2, mais ce n'est pas exhaustif. Ce sont les études de votre audience. Ça peut être du social listening, une cartographie pour voir aujourd'hui quelles sont vos audiences, comment elles s'organisent autour de ces sujets-là. Et puis, travailler aussi sur des personas un peu plus précis, comme on peut le faire sur d'autres outils de communication, pour savoir précisément quelles sont les attentes et les pratiques, la façon de vivre, de travailler, de consommer de vos cibles et de vos audiences. Enfin, donc, on va travailler sur votre vision, sur quel sujet est-ce que vous êtes attendu, sur lesquels vous êtes légitime. Alors, encore une fois, on peut avoir un sujet pour commencer, plusieurs sujets à adresser. Quels vont être vos objectifs? Quels vont être les bénéfices attendus pour vous? Voilà, si par exemple vous avez un objectif de changement de comportement, on l'a vu avec Tabac Info Service, quels sont les mécanismes à mettre en place? Est-ce que si vous avez un objectif de recrutement, comment le rendre plus efficace? Et puis quels sont les bénéfices aussi pour vos cibles? Puisqu'on est quand même aussi dans l'idée de véhiculer des imaginaires qui permettent à vos cibles demain de vivre mieux les évolutions, les transitions écologiques et sociétales auxquelles elles doivent faire face. Enfin, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à vous projeter? Est-ce que ça est justifié pour votre entreprise, pour votre institution, d'aller dans le domaine de la science-fiction, comme on l'a vu? Ce n'est pas une fin en soi, la science-fiction, c'est un outil, c'est un récit parmi d'autres pour investir un imaginaire. Une fois qu'on aura répondu à l'ensemble de ces questions, qu'on aura travaillé avec vous sur ces différents aspects, on sera donc en capacité de se dire ensemble quel est l'imaginaire à investir et justement quelle est cette temporalité. Donc là, on retrouve un peu cette idée de précurseur, de challenger ou d'apprenant pour se dire est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de projeter à travers ma communication une société plus ancrée dans ce qu'elle est réellement aujourd'hui et les enjeux auxquels elle doit faire face? Est-ce qu'on est vraiment dans les enjeux de demain? Ce n'est pas négatif de se dire qu'on se projette à demain, ce n'est pas se dire finalement je suis pas prêt, je suis peut-être pas suffisamment mature, mais je le serai jamais. En fait, c'est une première étape aussi. Si on prend l'un des précurseurs du nouveau récit en France, qui est Cyril Dion, il a réalisé quand même un film qui s'appelle Demain avec Mélanie Laurent et qui allait déjà nous montrer un certain nombre de comportements, de façons de vivre, de consommer, de produire, de se projeter dans le monde du travail qui était différent, qui était peut-être moins ancré dans les imaginaires présents, mais qui projetait un imaginaire différent, réalisable, puisque très proche de nous. Est-ce que cet imaginaire, il est plutôt à 10 ans? Est-ce qu'on se projette quand même dans déjà une ville en changement, des modes de travail en changement, une société qui s'est bien transformée, à laquelle il va falloir aussi s'adapter? Ou est-ce qu'on est vraiment en capacité d'aller très très loin dans l'avenir? Là, ce qu'on se disait, d'être quand même dans plutôt je dirais l'univers des utopies réalistes, c'est-à-dire qu'on sait que demain notre société pourra faire face à des changements climatiques, des changements sociétaux forts. On est en capacité, sur la base d'indicateurs
assez objectif et sérieux, hein, de savoir à quoi certains secteurs vont devoir faire face dans 30 ou 40 ans, et on est en capacité aujourd'hui de les anticiper. C'est là que je trouvais qu'Audencia était intéressante, c'est de se dire, on va pas se mettre des œillères et se dire que nos métiers ne vont pas changer et que demain, les écoles de commerce continueront à former les mêmes profils qu'aujourd'hui, ou que les personnes qui sont aujourd'hui enseignants, managers dans les entreprises. Mais voilà, les personnes qui vont arriver sur le monde du travail dans 10 ans, 15 ans, 20 ans auront des attentes différentes. Le monde du travail sera différent. Anticipons ces changements, projetons nos cibles dans cet avenir, rendons-le désirable surtout et positif. Une fois qu'on a fait cette phase de mise au point, comment est-ce qu'on passe à la mise en scène? Comment est-ce qu'on construit ce récit? Comment est-ce qu'on le concrétise à travers les outils de communication qui sont à notre disposition? On rentre vraiment dans la phase de storytelling, et c'est là aussi que le pôle que j'ai la chance d'animer aujourd'hui à l'agence va rentrer vraiment lui aussi en scène. Tu peux passer à la suivante. Donc, la mise en scène de votre récit, l'idée c'est d'imaginer ensemble votre imaginaire et de le concrétiser pour vous à travers différents outils de storytelling. La construction va vraiment permettre de se dire quel est ce nouveau récit? Comment est-ce que je vais le construire? Comment est-ce on va faire en sorte qu'il nous ressemble pour que il s'adresse vraiment à nos cibles, nos audiences. Elles doivent nous retrouver aussi dans ce récit. L'idée, c'est pas forcément de perdre nos cibles et nos audiences en chemin. Comment est-ce que nos cibles et nos audiences vont y adhérer, et que ça soit en interne ou en externe. C'est intéressant aussi que ce nouveau récit, il puisse porter vos valeurs en termes de RSE, vos valeurs en com interne pour fédérer vos collaborateurs et leur permettre de s'approprier ce nouveau récit et de le faire vivre. Ensuite, on va être en capacité de le scénariser. Là, on est vraiment dans du cadrage plus éditorial. Comment est-ce qu'on définit la tonalité la plus juste, l'angle à adopter, et donc par déduction le ou les formats pour le faire vivre quand on va le lancer auprès de nos cibles. Enfin, nous, on va pouvoir vous accompagner aussi dans la réalisation, et de se dire, grâce à nos créatifs qui travaillent à nos côtés, demain, comment est-ce qu'on rend concret et comment on illustre au quotidien ce nouveau récit à travers différents formats qui sont d'ailleurs complémentaires, puisque en fonction de notre degré de projection et notre degré de maturité, on pourra faire appel à la vidéo, on pourra faire appel à du motion design, on pourra rédiger aussi, si on est dans la fiction, avoir des longues formes très rédigées qui embarquent notre audience, ou évidemment faire appel à des modes de narration tels que l'audio, le podcast, pour porter ce nouveau récit et le diffuser. Ensuite, on a eu envie de se dire que notre méthode, elle pouvait pas s'arrêter là. On pouvait pas livrer les formats et vous dire voilà, nous on a fait des formats, on a imaginé des fictions, maintenant faites-les vivre et diffusez-les, et puis on verra ce qui se passe derrière. Non, il y a véritablement un besoin de pérenniser, d'évaluer, de faire évoluer ce nouveau récit, de le mettre en perspective sur le long terme. Comme je disais, on est loin de la campagne one shot qui va être diffusée pendant un mois, et puis derrière on espère un résultat peut-être concret et immédiat. On est plutôt sur un investissement un peu plus de temps long. En tout cas, on trouve important de pouvoir l'évaluer et le faire évoluer dans le temps. Cette mise en perspective, comment est-ce qu'elle va concrètement se mettre en place? Tout d'abord, donc ça va être, comme je disais, des outils d'évaluation. On est en capacité, d'un point de vue rhétorique, sémantique, de voir comment les choses ont évolué par rapport à vos précédents récits, vos précédents axes de communication. On aura identifié un certain nombre d'indicateurs en phase d'audit qui nous permettront aussi de voir comment ce récit a évolué dans le temps, et puis d'aller voir aussi comment vos cibles l'ont perçu. Est-ce qu'il répond à leurs attentes? Est-ce qu'ils ont créé un engagement particulier? Et on va être aussi en mesure derrière de le challenger, puisque l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir le faire évoluer, le revoir et l'adapter en fonction de l'écho qu'il a pu avoir, et puis aussi en fonction de vos évolutions, soit en interne, au sein de l'entreprise. L'entreprise peut aussi évoluer. Ça peut être aussi la nécessité ou l'envie d'investir d'autres sujets, de se dire, là, on a travaillé, par exemple, sur des imaginaires plutôt liés aux transitions sociétales, parce que c'était là-dessus qu'on était le plus mûr et le plus en capacité d'avoir des choses à raconter. Mais demain, on a envie aussi de travailler sur notre positionnement face aux transitions écologiques. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi investir ces nouveaux imaginaires et donc imaginer un nouveau récit? Et donc, évidemment, on s'adaptera aussi aux évolutions externes de la société, de notre planète, qui évolue peut-être aujourd'hui davantage, plus vite que par le passé. En tout cas, on a conscience qu'il faut s'en saisir. Et après, c'est également
faire grandir ce récit, donc comme je disais, soit en élargissant vos sujets, vos combats abordés et en investissant de nouveaux imaginaires, en irriguant différents leviers de communication. Peut-être qu'on va travailler d'abord sur de la com interne et puis ensuite on va le faire vivre à l'externe, ou l'inverse, en le diffusant, en faisant en sorte que les collaborateurs s'en saisissent aussi. Ça peut être aussi ces nouveaux imaginaires, ce nouveau récit, véritablement un sujet de cohésion en interne pour fédérer vos collaborateurs. Et puis aller plus loin, c'est aussi se projeter davantage dans le temps. On n'est pas obligé d'investir les nouveaux récits en faisant de la fiction. On peut très, très bien se projeter, comme on disait, on l'a vu, à 10 ans, et puis dans un second temps, se dire qu'on a envie d'aller plus loin et qu'on peut adopter un récit plus fictif et plus d'anticipation, puisque si ce récit doit s'adapter à vos cibles et répondre à leurs attentes et leurs besoins, il doit être aussi en capacité de les projeter et d'anticiper leurs attentes et leurs besoins demain. C'est ce que je disais avec Audencia. Finalement, je pense, il peut y avoir une certaine peur de l'avenir, notamment chez les jeunes générations. En projetant et en anticipant cette peur, ces petites angoisses, on peut aussi projeter un avenir plus désirable, plus positif. Et du coup, la fiction peut nous aider à se projeter dans ce futur plus lointain. Voilà la façon dont nous, on a souhaité aujourd'hui aborder cette approche du nouveau récit, cette construction, cette mise en scène et mise en récit qu'on vous propose. Évidemment, on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui. On est aussi là pour répondre à vos questions un peu plus directement et en one-to-one à l'avenir si ça vous intéresse. Moi, je suis à votre disposition pour en parler. On est aussi à votre disposition avec l'ensemble donc, des experts des contenus à l'agence pour en parler et puis pour concrétiser un peu tout ça à travers une campagne, un projet de plus long terme, si cela vous intéresse. Merci à tous en tout cas pour votre présence. J'espère que ce contenu vous a plu. Voilà, vu les interventions dans le chat, on comprend en tout cas que c'est un sujet qui vous passionne. Et d'ailleurs, Charlotte utilise ce terme à l'instant même dans le chat. Donc voilà, merci énormément. C'est un sujet effectivement complexe, mais effectivement passionnant et surtout voilà, brûlant, si vous me permettez l'expression. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, à intervenir maintenant. On a encore quelques minutes devant nous. Oui, je crois qu'il y aura la chance d'avoir le replay. Tout à fait. Le replay sera disponible à l'issue de ce Thursday. Vous pourrez y retrouver des éléments. Puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Pour la plupart, je pense que vous avez nos contacts, mais en passant par les uns et les autres pour nous poser des questions en direct ou pour solliciter un rendez-vous même téléphonique si vous avez des questions qui vous viennent à la suite ou de la part de vos collaborateurs si vous diffusez le replay. Ouais, Lucie le précise dans le chat, mais c'est vrai qu'on a une chaîne YouTube et un site internet qu'on essaie de maintenir à jour le plus possible. Donc voilà, il faut nous laisser le temps de l'uploader, bien sûr, mais d'ici quelques jours, ce sera en ligne et sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Merci en tout cas pour tous ces remerciements, ça fait chaud au cœur. On espère que ça vous a autant intéressé, que ça nous a intéressé d'y travailler, parce que c'est quand même un sujet passionnant et qui va grandir, je pense, qui va continuer d'être source d'intérêt et de recherche aussi pour nous. Merci, puis bonne journée à vous aussi. Ouais, s'il n'y a pas davantage de questions, effectivement, on va vous laisser là. En tout cas, si le sujet mature pendant ces prochains jours dans vos esprits et vous éveille d'autres questions, n'hésitez pas à nous interroger. C'est aussi un contenu d'ailleurs qu'on peut aller porter dans vos entreprises si vous avez besoin qu'on le présente plus globalement à vos directions générales, parce que c'est aussi un sujet de direction générale, vu qu'il s'agit d'un sujet de transformation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et on vous souhaite une très très bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain Thursday. Très bonne journée à tous, à bientôt.